Bonjour à tous, la conversation d'aujourd'hui sera sur le thème des fausses couches. Je suis avec le docteur Ibrahim Aïdibé. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Tout va bien? Très bien. On attaque? On y va. Première question, on va rentrer très vite dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut définir une fausse couche? Oui, mais avant, je voudrais te remercier d'avoir choisi ce thème sur les fausses couches, parce que c'est vrai que c'est un sujet un peu tabou, et on se rend compte finalement qu'on n'en parle pas assez, et que beaucoup de femmes traversent un peu cette épreuve seules, avec beaucoup d'inquiétudes, et j'espère que la conversation de ce soir pourra apaiser et tranquilliser certaines d'entre elles. En ce qui concerne la définition, il faut savoir qu'il n'a pas toujours été facile de définir la fausse couche. Ce n'est d'ailleurs que depuis peu de temps que les sociétés savantes se sont accordées sur une définition standard, que tout le monde puisse parler un peu le même langage. D'ailleurs, je sais qu'aux États-Unis, ils n'ont pas la même définition que nous avons. Et quand je dis nous, je parle un peu de la France. Les francophones. Voilà. La fausse couche se définit comme un arrêt spontané de la grossesse. C'est-à-dire que c'est une grossesse qui évoluait normalement, apparemment normalement, et qui à un moment ou à un autre va s'arrêter. Pour faire un peu simple, il faut savoir distinguer deux périodes. Les fausses couches qui vont survenir entre le début de la grossesse et 12-14 semaines, et qu'on va appeler fausses couches précoces. Oui. Et puis toutes les fausses couches qui vont se passer entre 14 et 22 semaines. Ça, c'est les fausses couches tardives. Tardives, c'est-à-dire qu'elles surviennent plus tard dans l'évolution de la grossesse. Au-delà de 22 semaines, on ne parle plus de fausses couches. Ça devient un accouchement prématuré. C'est une bonne distinction. Quand tu dis 12 semaines, on est à peu près à combien de mois pour que tout le monde nous comprenne? On va dire 3 mois. 3 mois. Fausse couche précoce, c'est les 3 premiers mois. D'accord. Fausse couche tardive, c'est au-delà de 3 mois jusqu'à 5 mois. Justement, pour continuer à parler de temps, on a eu 2 questions sur Instagram. La première, c'était peut-on faire une fausse couche avant même de savoir qu'on est enceinte? Et la deuxième, c'était peut-on faire une fausse couche sans le savoir? La réponse est oui aux 2 questions, parce que la fausse couche, quand elle survient de manière très précoce, c'est-à-dire très tôt, c'est souvent des femmes qui vont avoir quelques jours de retard, pas assez pour les alerter et faire un test de grossesse, et qui d'un coup vont avoir des règles qui vont leur sembler beaucoup plus abondantes que d'habitude. C'est possible que les femmes puissent faire des fausses couches sans le savoir. C'est bien pour ça qu'on dit souvent, si vous avez un cycle qui est plus ou moins bien réglé, dès qu'il y a 1 ou 2 jours de retard, il faut penser à faire un test de grossesse. Donc oui, on peut faire une fausse couche sans le savoir. Très bien. En termes de... On va parler chiffres, parce qu'on aime bien ça. Oui. On a quelques stats? La fausse couche, c'est une grossesse sur 4. C'est-à-dire une femme sur 4 va faire une fausse couche durant sa vie. 25% des grossesses se terminent par une fausse couche. Donc ça, c'est le premier point important. Et je veux d'abord rassurer toutes celles qui nous écoutent. Une fausse couche, c'est pas un accident dramatique, même si c'est très souvent vécu comme douloureux. Mais une grossesse sur 4 se termine par une fausse couche. C'est une sélection naturelle. T'imagines, si toutes les grossesses devaient se terminer par un accouchement, on serait 18 milliards. Donc, c'est toujours très dur à vivre, même quand on sait que c'est une grossesse sur 4. Spontanément, on se dit, mais pourquoi pas moi et la voisine? Mais 25% des grossesses s'arrêtent avant l'accouchement. Spontanément. D'accord. Tant qu'on est dans les définitions, quand peut-on parler de fausse couche répétée? Ça veut dire quoi déjà? Une fausse couche répétée, c'est-à-dire que c'est une patiente qui va avoir 3 fausses couches successives. Et ça, c'est une notion importante, parce que c'est vrai que beaucoup de femmes vont, au cours de leur vie, faire par exemple 3 fausses couches. Mais entre les 3 fausses couches, on a peut-être eu 2 grossesses normales. Et donc, fausse couche répétée, c'est 3 fausses couches qui se suivent. Si on a fait une première grossesse avec une fausse couche, ensuite 2 grossesses normales avec accouchement, peu importe la voie de l'accouchement, et puis ensuite une autre fausse couche, et puis encore une autre, on est
plus dans le process de la fausse couche répétée. C'est donc 3 à la suite. C'est une notion importante parce que c'est un bon marqueur pour savoir à quel moment il faut commencer à avoir une prise en charge différente Absolument. chez le gynéco. Absolument. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de dire, c'est que tant qu'on n'a pas eu 3 fausses couches répétées, encore une fois, tant qu'elles ne sont pas successives, C'est ça. il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Non. À partir du moment où on a 3 fausses couches successives, il faut quand même avoir une nouvelle conversation avec son Absolument. gynéco, c'est ça? Absolument. Et c'est d'ailleurs, on a fixé le chiffre à 3. C'est une manière de dédramatiser la fausse La couche. fausse couche, oui. Mais il est évident aujourd'hui, mais on abordera peut-être le volet dans la prise en charge tout à l'heure, on ne commence vraiment à s'intéresser au bilan et aux causes qu'au bout de la 3e. Oui. C'est ce que recommandent toutes les sociétés scientifiques. C'est pas une opinion. C'est pas une opinion. Cependant, en fonction de l'âge qu'on a, en fonction s'il y avait avant une notion d'infertilité ou pas, bien évidemment, aujourd'hui, il paraît un peu difficile de dire à une femme, vous en êtes qu'à la 2e, on va attendre la 3e pour réfléchir au bilan. Oui. Très souvent, on démarre certaines analyses dès la 2e, ouais. mais les recommandations scientifiques, c'est 3. C'est une manière de dédramatiser encore la chose. De dire que ça arrive. Ça arrive. Alors, on va parler des signes, parce que on a eu beaucoup de questions sur la question. Comment on reconnaît une fausse couche? Les signes, finalement, c'est des signes assez courants. D'abord, il faut avoir un retard de règles, qui voudrait dire qu'il y a une grossesse. Le signe le plus fréquent, c'est une douleur, c'est un peu des crampes. Souvent d'ailleurs, les patients pensent que c'est des douleurs de règles. Donc on peut avoir des douleurs à type de crampes, c'est les saignements. Et puis, 3e signe qui en fait n'en est pas un, c'est ce qu'on appelle une découverte fortuite. C'est-à-dire que c'est une femme qui va venir consulter parce qu'elle a un rendez-vous. Et le jour du rendez-vous, on constate que la grossesse est arrêtée. Oh. Donc, c'est soit on a mal au ventre, soit on saigne, soit les deux, soit on n'a absolument aucun symptôme. On vient à son rendez-vous classique et là, le médecin constate que la grossesse est arrêtée. Ok. Alors, pour revenir aux 2 premiers signes, on a eu des questions par justement comment faire la différence entre la fausse couche et les saignements qu'on peut avoir en début de grossesse ou les crampes qui ressemblent à des douleurs de règles qu'on peut avoir en début de grossesse. En gros, comment on fait la différence entre les 2? Si tu veux, la patiente ne peut pas faire la différence. Ce qu'on conseille, en fait, c'est si un de ces symptômes apparaît, et qu'on est sûr qu'il y a une grossesse parce qu'on a fait un test ou une prise de sang, il faut consulter. C'est au médecin ensuite de faire la part des choses entre saignement banal, douleur banale, ou alors des signes qui sont ou qui seraient en rapport avec soit une fausse couche, soit une menace. Ok, donc c'est important ce que tu dis. Donc en fait, il faut pas s'alarmer. Faut pas s'alarmer, mais il faut prendre ça au sérieux. Absolument. Il ne faut pas s'alarmer quand on sait que c'est pas ça. Mais si vous êtes enceinte et qu'on saigne, je vous rassure, ça peut être tout à fait banal, mais il faut quand même consulter. Alors, maintenant qu'on a défini un périmètre, on va s'attaquer aux causes. Qu'est-ce qui peut amener une fausse couche? Alors, schématiquement, on distingue 3 groupes de causes, pour essayer de simplifier un peu. Le premier groupe, c'est ce qu'on appelle les anomalies chromosomiques. On parle d'anomalies chromosomiques de l'embryon. Pas des anomalies qu'on peut retrouver. Parce qu'il faut savoir que l'homme ou la femme peut être porteur d'une anomalie chromosomique sans le savoir. Sans jamais le savoir. Comme tu sais, un embryon, c'est 50% de madame, 50% de monsieur. Cet assemblage-là ne se fait pas toujours de manière parfaite. Il y a des erreurs de copie. Et quand il y a une erreur de copie, ça crée une anomalie. Plus l'anomalie est sévère, plus la fausse couche survient de manière précoce. Donc ça, c'est le gros groupe d'anomalies chromosomiques. Ce qui est toujours très compliqué quand on explique aux patientes qu'une fausse couche à 6 semaines ou 7 semaines, c'est probablement ça. Ce qui fait défaut souvent, c'est qu'on n'est pas en mesure de le justifier. On s'en est rendu compte parce que quand on analysait des embryons ou des fœtus qui avaient de grosses malformations, on s'apercevait que quasiment tous
été expulsés avant l'arrivée de la grossesse à terme. Ok. Tu vois, on a fait un peu de diagnostic rétrospectivement. Mais quand on fait un diagnostic d'avortement ou de fausse couche à 6 semaines et que l'expulsion est quasiment spontanée, c'est difficile de faire une recherche génétique sur ces produits-là. Mais les anomalies chromosomiques, c'est le plus gros groupe de causes dans la survenue précoce. Deuxième groupe? Le deuxième groupe, c'est bien sûr les malformations utérines. Parce qu'il ne faut pas savoir que si l'embryon, si la copie a été bien faite, Oui. l'embryon, comme on l'a vu la dernière fois, vient se nicher dans l'utérus. Oui. Si l'utérus a une malformation, bien évidemment, l'environnement qui est supposé recueillir cet embryon n'est pas adéquat. Oui. Et les malformations utérines, il y en a plusieurs. Dans la population générale, c'est moins de 3%. Donc c'est finalement pas tant que ça. Oui. Par contre, si on sélectionne toutes les patientes, toutes les femmes qui ont des fausses couches répétées, même sans avoir 3, ben on se rend compte que les malformations représentent 25%. Donc à partir du moment où la fausse couche devient, là pour le coup, même si elle n'est pas de manière successive, il faut bien examiner et bien explorer l'utérus, parce que les malformations... Il y a une chance sur 4 que ce soit... Une chance sur 4 que ce soit ça. Après, les différents types de malformations sont variables, mais c'est un groupe assez large. Et parmi ces malformations, on intègre aussi une notion que tout le monde entend souvent, ce qu'on appelle la béance du col. Oui. Alors la béance du col, c'est-à-dire que c'est un col qui n'est pas assez tonique pour se fermer, ce qui fait que dès que la grossesse commence à évoluer, il se relâche, et donc l'embryon ou le fœtus sort. Le terme approprié, c'est une incompétence du col. Ça représente quand même 20% des causes de fausses couches tardives. Là, pour le coup, quand le col est béant, quand on a une béance cervicale ou une incompétence cervicale, elle est plutôt responsable d'une fausse couche tardive, c'est-à-dire que c'est des avortements qui vont arriver à 18, 19 ou 20 semaines. Ok. Juste préciser que cervical, c'est on parle du col de l'utérus. Hein. Oui, pas du cou. Oui, on n'avait pas pensé qu'on parle du cou. Ok. Justement, on a une question par rapport à ça. Qu'est-ce qui peut causer une fausse couche à 6 mois? La manière dont survient une fausse couche, quand on interroge un peu les patientes, les circonstances de survenue sont très importantes. Oui. C'est-à-dire que si c'est une grossesse qui évolue normalement et qui à 6 mois est expulsée, il y a de fortes chances que ce soit un problème lié au col, à la béance cervicale ou l'incompétence cervicale. Le gros souci de ces causes-là, en l'occurrence la béance, c'est qu'elle n'est pas prévisible. C'est-à-dire que si je reçois une patiente en début de grossesse, que j'examine, je suis incapable de lui dire « vous avez probablement un col qui est incompétent ». Les circonstances de diagnostic se font très souvent au décours d'une fausse couche tardive. Après, une fois qu'on sait, bien évidemment, on prend toutes les précautions à la grossesse qui suit, mais c'est souvent fait au décours d'un épisode de fausse couche tardive. Troisième groupe de causes? Le troisième groupe, c'est ce qu'on appelle les maladies du système, ou les maladies systémiques. Le mot est un peu compliqué, mais alors je vais essayer de faire simple, parce qu'il faut savoir que l'organisme fabrique constamment ce qu'on appelle des anticorps. C'est un peu une armée qui est supposée nous protéger contre tous les agents infectieux, les bactéries, les germes, peu importe. Il arrive que ces anticorps soient dirigés contre nous-mêmes. C'est comme si un État dirigé contre une armée, contre son peuple. Des choses qu'on connaît. Je ne vais pas trouver de métaphore sportive dans le coup, mais c'est un peu ça. Et quand on fait une grossesse, il faut comprendre que l'embryon qui vient se nicher dans l'utérus, pour l'organisme, c'est une greffe. Parce qu'il y a une part de cet embryon qui ne fait pas partie de nous. Et pour que cette greffe soit acceptée, il faudrait que l'armée soit mise en réserve, si tu veux. Parce que je veux dire, si les anticorps
s'active contre cette greffe, la grossesse ne reste pas. Ouais. Et elle est reconnue comme un corps étranger, Corps et donc elle est étranger, expulsée. ouais. Les maladies du système, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des maladies auto-immunes, où le corps, si tu veux, se rebelle un peu contre lui-même. Mhm. Et c'est souvent responsable de fausses couches précoces, même parfois très précoces. Il arrive que la grossesse puisse évoluer jusqu'aux 16-17 semaines, parfois un peu plus Un tard. peu plus tard, ouais. Mais les maladies du système et les maladies auto-immunes peuvent être responsables de fausses couches, pour le coup, souvent répétées. Ça me fait penser à une question qu'on a reçue sur Instagram. Est-ce qu'une femme drépanocytaire a plus de risques de faire une fausse couche? La drépanocytose forme SS, oui, clairement. La drépanocytose intègre le cadre des maladies du système. Ok. Donc, clairement, oui. Quand on est type SS, faut pas que tout le monde s'affole. Oui. La majorité des drépanocytaires sont AS, des formes hétérozygotes. Mais une forme SS, effectivement, peut augmenter le risque de faire une fausse couche. Oui. Et donc, du coup, ça me fait aller très rapidement au point suivant, la prise en charge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la prise en charge, c'est bien évidemment, elle va être orientée selon le nombre de fausses couches, le type de fausse couche. Est-ce que c'est quelque chose qui est survenu très tôt? Est-ce que c'est un peu plus tard? Dans tous les cas, l'exploration va comprendre d'abord l'échographie. Ça paraît très simple, mais c'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de malformations utérines qu'on peut suspecter à l'échographie. Okay. On ne peut peut-être pas tout voir, mais on les suspecte. Donc l'échographie, c'est extrêmement important. Okay. Ensuite, il y a bien évidemment des examens biologiques. Donc c'est des marqueurs sanguins qu'on va rechercher, notamment ceux liés aux maladies du système, qu'on va rechercher pour essayer de voir est-ce qu'il y a des anticorps qui sont activés à l'état où ils ne devraient pas l'être. À côté de l'examen, donc l'échographie, l'examen de sang, il y a aussi ce qu'on appelle des explorations hystéroscopiques, c'est-à-dire que c'est une caméra qu'on met dans l'utérus pour voir un peu est-ce qu'il y a dans cet utérus des malformations qui peuvent expliquer ça. Ça vient en complément de l'échographie, de la prise de sang. Donc, de manière simple, quand on a une patiente qui fait une fausse couche, quel que soit le nombre d'épisodes, la première chose qu'on fait, c'est une échographie. Donc, soit d'emblée, on est rassuré par l'échographie, que la patiente, sur la base de l'interrogatoire, ne présente pas de facteurs de risque particuliers. À ce moment-là, on peut parfaitement la rassurer, lui expliquer que c'est des choses qui arrivent, et se donner une chance pour une grossesse suivante. Soit on a d'emblée, à l'échographie et à l'interrogatoire, des éléments qui nous font penser à une cause particulière, et on pousse les explorations un peu plus loin. Okay. Donc, il arrive qu'on ne fasse rien après 2 fausses couches, et il arrive qu'on déroule toute la panoplie des examens dès le premier épisode, parce que l'historique, l'examen et les circonstances de survenue de cette fausse couche orientent d'emblée vers une cause précise. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à la béance. Oui. Il est évident que si on est devant un cas de béance, on ne va pas attendre la 2e fausse couche ou la 3e pour y penser. Oui. Donc d'emblée, on va sur ce diagnostic et du coup on réfléchit au process qu'il faut mettre en place pour la grossesse suivante. Justement, en parlant de béance, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire en amont, personnellement, pour éviter de se retrouver dans ce cas de figure-là? Pour ce qui est de la béance, non, clairement. Non. D'ailleurs, c'est une très bonne question parce que ça me fait penser à autre chose. Très souvent, les patientes pensent ou elles ont la conviction que si on reste couché 6 mois, il ne se passera rien, que la grossesse va évoluer normalement. Toutes les études montrent que le repos au lit n'améliore en rien les risques de faire une fausse couche. C'est un gros cliché, effectivement. Clairement, clairement. Les seules situations où c'est possible, c'est si effectivement on est devant une béance. Et pour ce qui est de la béance, le traitement consiste à faire dès le début de la grossesse, généralement avant la fin des 3 mois, ce qu'on appelle un cerclage. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, c'est qu'on va mettre un fil autour du col, le resserrer comme on serrait une bourse, et essayer de le refermer
pour éviter justement qu'il ne se lâche exactement et favoriser l'expulsion. Donc c'est le cerclage qui apparaît aujourd'hui comme le traitement de première intention dans l'aberrance. À côté de ce cerclage, il y a d'autres moyens, mécaniques également. C'est des espèces d'anneaux plastiques qu'on insère autour du col, ce qu'on appelle les PCR, et qui vont jouer aussi le rôle de garrot autour du col et empêcher le col de s'ouvrir. Donc, cerclage et PCR. On peut faire les deux en même temps? On peut faire les deux en même temps. Quand il s'agit d'une grossesse particulièrement risquée. Difficile. Donc, ce n'est que dans ce cas de figure qu'il faut effectivement conseiller, non pas le repos total au point d'être allongé pendant 8 mois, mais de limiter effectivement tous les efforts susceptibles de mettre sous pression et sous tension le col. On a parlé de prévention, entre guillemets, mais techniquement, une fois que la fausse couche est survenue, comment ça se passe? Comment se passe la prise en charge de la patiente? Si tu veux, c'est soit on est face à une patiente qui fait une fausse couche et qui va spontanément évacuer l'embryon. Dans ces cas de figure, on ne donne quasiment rien, parce que l'évacuation est naturelle. Soit on constate que l'évacuation ne se fait pas, ou alors elle se fait de manière incomplète. Et à ce moment-là, il y a deux possibilités. C'est soit on donne des médicaments qui vont provoquer des contractions et favoriser l'expulsion de l'embryon ou du fœtus, soit on décide de faire ce qu'on appelle une aspiration. Alors, dans le langage familier courant, on parle de curetage, mais ce n'est pas du tout un curetage, c'est une aspiration. Le mot curetage est à bannir. Plus personne ne fait de curetage, ça se faisait il y a très longtemps. Curetage, on ne doit plus le faire, c'est une aspiration. Donc, soit on donne rien parce que la grossesse s'est évacuée seule, soit il y a une expulsion incomplète et à ce moment-là, on peut proposer soit des médicaments, soit faire ce qu'on appelle une aspiration. D'accord. Et est-ce qu'on sait pourquoi c'est une question qu'on a reçue, certaines grossesses s'évacuent seules et pourquoi pour certaines grossesses il faut une intervention, il faut aspirer? Pourquoi non? Ce qu'on sait, c'est que très souvent, plus la grossesse évolue, plus l'expulsion est parfois difficile. Après, une fois que, et ça aussi c'est une confusion que font beaucoup de femmes, c'est-à-dire que on a mal au ventre, on a expulsé des caillots de sang, on a l'impression que c'est des bouts de quelque chose, mais ce qui est très important dans la prise en charge de la fausse couche, c'est s'assurer que le placenta a effectivement été expulsé. Parce que si le placenta ne s'expulse pas, on peut ne plus avoir de saignement, mais par contre, ça peut provoquer d'autres complications pour les grossesses ultérieures. D'accord. Ok, c'est très clair, mais pour en revenir au traitement, parce qu'on en a parlé brièvement tout à l'heure, une fois qu'on a identifié la cause, quel est le protocole de prise en charge? Alors, si c'est une cause, par exemple, qui est liée aux maladies du système, il y a des médicaments précis qu'on donne à la patiente dès le début de la grossesse, parfois même en préparation à la grossesse. Une fois qu'elle a un projet de grossesse. C'est ça. Si par exemple c'est une fausse couche qui est liée à une malformation utérine, il n'est pas exclu d'envisager une chirurgie réparatrice avant de programmer une grossesse ultérieure. Et ce qui est toujours très compliqué dans les malformations utérines, c'est qu'on s'est rendu compte finalement que cette malformation, c'est soit elle n'empêchait pas la survenue d'une grossesse et donc la poursuite normale, il faut la laisser vivre. Et je mets dans ce groupe-là, même si c'est pas la même chose, les fibromes. Tu sais tout l'amour que j'affectionne pour les fibromes. Soit on se rend compte que c'est une anomalie qui, elle, peut entraîner soit une infertilité, soit une fausse couche. À ce moment-là, on envisage un traitement chirurgical avant la programmation de la grossesse ultérieure. Sinon, on risque de revivre le même scénario. Ok, on a parlé de prise en charge du corps, mais il y a un aspect qui est super important, c'est quand même la prise en charge psychologique. Une fois que la fausse couche est survenue et qu'on a pris en charge la patiente physiquement, qu'est-ce qu'il est possible de faire psychologiquement pour accompagner cette patiente-là et en général ce couple-là? Alors c'est vrai que malheureusement le volet psychologique dans la prise en charge
des fausses couches fait énormément défaut chez nous, Mm. et il faut l'avouer, pour l'unique et simple raison, c'est que si vous voyez 10 patientes dans la matinée, et que vous pouvez probablement ou possiblement en voir 3 fausses couches, Mm. il est évident que le langage de soutien et d'accompagnement, il finit par faire défaut. Et c'est vrai que les gynécos, et c'est pas de notre faute, on n'est pas spécialement bien formés pour ça. Ouais. Et c'est toujours très compliqué parce qu'on est tenté d'apporter la réponse scientifique, mais très honnêtement, ce dont on a besoin, c'est pas vraiment ça. Donc le soutien psychologique, c'est extrêmement important. Moi, je me souviens, on avait fait une étude à l'hôpital. On avait évalué le vécu psychologique des fausses couches chez 100 femmes. Mm. Peu importe si elles avaient des enfants ou pas. Mm. 1, 2, peu importe si elles avaient fait 2 ou 3 fausses couches, peu importe. On a sélectionné 100 femmes qui avaient subi une fausse couche. Et on a fait un interrogatoire pour évaluer le vécu psychologique. Et figure-toi qu'on s'est retrouvé avec 65% d'entre elles qui exprimaient un sentiment de culpabilité. Parce que la culpabilité, c'est extrêmement néfaste, bien évidemment, Oui. pour la suite. Et c'est vrai que les femmes sont toujours convaincues que la fausse couche est liée à quelque chose Qui va pas chez elle. qui ne va pas chez elle. Mm. Alors que c'est pas du tout ça. Mm. C'est un message hyper important. Fausse couche, c'est pas de votre faute. Mm. D'abord, vous l'avez pas fait seul, ce bébé. Et c'est pas parce qu'on a mangé 10 piments la veille ou je ne sais quoi 3 jours avant, ou parce qu'on a apporté un meuble ou poussé un truc. Il faut vraiment, vraiment, vraiment travailler sur ça. Et le sentiment de culpabilité, c'est très mauvais, même pour la suite. Oui. Parce que nous, ce qu'on recommande, c'est d'enchaîner sur une grossesse tout de suite. Il n'est pas nécessaire de faire une pause ou de savoir si Ouais. quelque chose va ou pas. Il n'y a pas de raison. Sauf si, comme je le disais, on a identifié un problème, une malformation qui doit être traitée par chirurgie. Ouais. Et c'est vrai que le vécu psychologique, quand même, devrait faire partie de la vraie prise en charge. Ouais. Parce qu'il faut expliquer et surtout rassurer, dédramatiser. C'est un événement banal, mais moins on explique, Plus c'est douloureux, plus c'est plus ça a un douloureux. impact sur le reste. Exactement. Et elles ont tendance à repartir effectivement avec un gros sentiment de culpabilité, ce qui n'est pas très bien. Donc ça rejoint tout ce qu'on dit toujours depuis le début, enfin depuis qu'on a commencé ces vidéos, c'est qu'il faut être informé, savoir poser les bonnes questions pour pouvoir et parler pour pouvoir enchaîner après sur une grossesse, hein, puisque c'est ça l'idée. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour des questions qu'on a reçues sur Instagram. On va en garder quelques-unes pour le live. Pour le live, bien Comme évidemment. d'habitude, après la diffusion de cette vidéo, on va faire un live pour débriefer tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors bien évidemment, et c'est toujours très compliqué de répondre à toutes les questions sur les fausses couches. Donc on a probablement loupé quelques-unes. Bien sûr. On se revoit très bientôt. Très bientôt. On va en parler en direct. Ça marche. Merci. Au revoir. Ciao.